bonjour et bienvenue sur le plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2019. C'est un plateau TV sur lequel on va essayer de dégager une douzaine de tendances sur la transition énergétique en 2019, dont un sujet sur le photovoltaïque qui nous réunit aujourd'hui avec Teddy Pio, délégué général de Qualité ENR, et avec Marc Heller, donc le directeur de la société Moba Solar, donc pour discuter d'un sujet photovoltaïque intitulé l'éco-conditionnalité stoppera-t-elle l'éco-délinquance ? Étant entendu qu'au-delà de l'éco-délinquance, comme on a l'habitude de le parler, l'idée étant de voir en quoi la qualité des installations et des projets dans le photovoltaïque peut servir de colonne vertébrale au développement de la filière. Et on va avoir le plaisir d'en discuter ensemble. Alors Teddy Pio, bonjour. Bonjour. Je viens de le dire, vous êtes délégué général de Qualité ENR. En général, les gens de la filière photovoltaïque et énergie renouvelable en général connaissent Qualité ENR, mais est-ce que vous pouvez quand même en deux mots nous présenter qui est Qualité ENR ? Qualité ENR, c'est un organisme de qualification qui a été créé sur l'impulsion des pouvoirs publics, l'ADEME en l'occurrence, pour aider, on va dire, le développement d'une offre qualitative et de proximité d'installateurs d'énergie renouvelable. Donc c'est une association qui regroupe les représentants de la filière, organisations professionnelles du bâtiment, les fabricants, les associations de consommateurs et des représentants des intérêts généraux. Donc dans l'objectif justement, comme je le disais en introduction, de placer la qualité au centre du développement des filières. Marc Heller, bonjour. Donc vous avez fondé la société Moba Solar. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en deux mots ? Quel est votre métier ? À qui vous vous adressez et qu'est-ce que vous faites ? Merci. D'accord, bonjour. Donc Moba Solar a été créé en avril 2009. Donc on va fêter cette année nos 10 ans. Au début, elle a été créée pour uniquement faire de la distribution de matériel photovoltaïque. Et très vite, on s'est aperçu que la distribution seule ne suffisait pas. Et on a commencé par faire de la recherche et développement. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé la Terre à Grive, donc pour tous les systèmes de mise à la terre. On a commencé à créer d'autres modules, c'est-à-dire des supports de modules différents de ce qu'on avait sur le marché, sur les mises à, c'est-à-dire les panneaux qu'on mettait sur la toiture. Et donc en développement pur, donc on a fait des trackers, des brise-soleil, des stations de recharge vélo, et pas uniquement des produits qui sont destinés à des propriétaires, mais aussi à des locataires, parce qu'on oublie sensiblement la partie location qui est quand même... Sur le marché des particuliers. Voilà, c'est le marché des particuliers. Là-dessus, c'est greffé aussi l'expertise, vu qu'on a quand même un bon nombre d'installations qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont jamais fonctionné. Et donc, on participe aussi à ces expertises-là. Alors, la filière photovoltaïque a souvent été marquée par des questions, des enjeux de qualité. Il y a le mot éco-délinquance qui est revenu pendant un certain nombre d'années et qui a pu détériorer l'image ou qui a risqué de détériorer un peu cette image. Mais au-delà de ce mot éco-délinquance, c'est bien la question de la qualité des prestations qui compte. Et en 2018, au troisième trimestre de mémoire, en septembre, Qualité ENR, vous avez signé une convention avec le ministère de la Transition écologique et solidaire d'une part et avec l'ADEME, qui rend, si je résume, la qualification obligatoire pour bénéficier des dispositifs de soutien au photovoltaïque, donc que ce soit tarif d'achat, prime à l'autoconsommation, etc. Pourquoi est-ce que Qualité ENR a signé cette convention ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la qualification, elle existe depuis longtemps. Dès 2007, on a créé la qualification Quali-PV avec un enjeu, s'assurer qu'on avait des installateurs qui sont formés, qui maîtrisent le sujet, qui sont assurés, qui ont les moyens matériels, financiers pour réaliser ce type de prestations et derrière qu'on contrôle. Il se trouve que les pouvoirs publics ont décidé en 2011, au travers de la charte reconnue Grenelle de l'environnement qui est devenue RGE aujourd'hui, de conditionner les aides de l'État à la qualité de l'installation. Avant, c'était principalement sur le matériel uniquement. Et ça a été fait pour toutes les énergies renouvelables, sauf pour le photovoltaïque. Alors même que sur le photovoltaïque, on sait qu'il y avait des besoins d'accompagnement, de montée en compétence de la filière et de lutte aussi contre une frange réduite mais active d'entreprises avec des méthodes commerciales critiquables. Et donc pour nous, le fait d'avoir introduit cette éco-conditionnalité sur le photovoltaïque, c'était un grand pas en avant. Ça faisait longtemps qu'on travaillait avec la DGEC, notamment sur ce sujet-là. Donc ça, c'est l'année dernière. Ça s'est fait dès 2017. 2017. Et ça a été vraiment mis en application par les organismes de qualification à compter de 2018. La question de qualification existait avant. C'est le degré d'éco-conditionnalité qui vient rajouter
Exactement, c'est l'obligation pour obtenir les aides de l'État. Et par ailleurs, on avait beaucoup échangé avec les pouvoirs publics pour renforcer les exigences. Aujourd'hui, il y a des normes qui régissent les qualifications de manière générale et de manière plus spécifique pour le RGE. Nous, on avait demandé dès 2017 que ces normes soient renforcées pour le photovoltaïque parce qu'on rencontrait des problématiques particulières. Et c'est ce qui a conduit à l'arrêté tarifaire notamment et à ces exigences qui sont rentrées en vigueur l'année dernière. Alors, Marc Keller, vous qui côtoyez les professionnels sur le terrain dans votre activité de tous les jours, comment vous percevez depuis ce terrain cet enjeu de qualité des prestations dans le photovoltaïque ? Disons, l'enjeu de qualité, il est primordial dans le sens où le client qui devient producteur d'énergie sera producteur pendant une période de 20 ans. Donc il escompte produire son énergie, une partie de son énergie sur une période de 20 ans. Donc si la qualité n'est pas au rendez-vous, très vite il va s'apercevoir qu'il ne va pas retrouver ses petits, quoi. Et donc juste par rapport à tout ce qui est formation, il y a quand même aujourd'hui, donc il y a beaucoup de personnes qui ont le quali PV, ils ont toutes les certifications en général. Sauf que pour, je dirais, un technicien, voire un ingénieur, un couvreur ne peut pas être électricien, un électricien ne peut pas être couvreur. Et aujourd'hui, le gros problème qu'on rencontre, c'est justement qu'on trouve un amalgame de personnes qui sont ni couvreurs, ni électriciens et font du photovoltaïque. Et du coup, on va se retrouver avec une qualité moindre installée sur une toiture ou une terrasse et autres. L'autre problème, c'est que ces installations, en général, sont composés de composants qui sont de qualité. Il y a des panneaux qui sont de qualité, il y a des produits qui sont de qualité, sauf qu'ils sont mis en œuvre de façon anarchique. Et ça pénalise encore aujourd'hui la filière photovoltaïque ? Oui, ça pénalise grandement la filière, surtout dans la partie autoconsommation, où vous avez donc un démarchage qui se fait. Votre toit, il est bien positionné, vous êtes plein sud, vous êtes éligible à des aides de l'État. Il regarde la facture d'énergie, il dit bah oui, on va vous mettre 3 kW sur un toit, alors qu'en autoconsommation, 3 kW sur un toit, il ne consommera même pas 30% de ces 3 kW. Donc déjà là, à un moment donné, la personne, donc le client qui s'est fait avoir, va se retrouver confronté avec un prêt à payer et il ne retrouvera pas en compensation son énergie qu'il a consommée. Alors, Teddy Piot, chez Qualité ENR, j'imagine que ce sont des sujets qui vous intéressent, toutes ces problématiques. Comment est-ce que vous les traitez ? Et surtout, voilà, en quoi les nouvelles dispositions qui sont en train d'être mises en œuvre peuvent faire, faire un saut qualitatif encore dans la surveillance de tous ces enjeux-là ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Quali PV, historiquement, ça a toujours été, dans le sens de ce qui vient d'être dit, construit avec deux compétences distinctes. Une pour l'intégration bâtie, qui concerne des couvreurs, une pour l'électricité, qui concerne les électriciens. Et au niveau des formations, nous on est sur des formations courtes, donc on n'apprend pas à des gens à être électriciens ou couvreurs, mais on apprend à ces populations-là à les spécificités de chaque système. Et au couvreur, les spécificités de l'intégration, et à l'électricien, les spécificités de la partie électrique. Ça, c'est important, et c'est des choses sur lesquelles on a progressé au fil du temps. En 2007, les règles de l'art, elles étaient encore mal définies, donc forcément, c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure, ça s'est construit, ça s'est adapté dans les référentiels. Et les évaluations, elles aussi, ont monté en niveau. Aujourd'hui, quand vous passez une formation chez nous, vous avez une évaluation théorique et pratique. Donc ça veut dire que vous maîtrisez quand même l'installation à la fin. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux installateurs, dans plus de 90% des cas, ils nous disent que la formation leur a permis d'aborder dans de meilleures conditions le marché. Par rapport à cet arrêté, ce qui a changé, c'est notamment l'introduction d'audits plus rapides. On a toujours, à Qualité ENR, fait des audits sur le terrain, alors que ce n'est pas une obligation normative. C'est devenu une référence dans l'RGE, mais ce n'était pas le cas avant. Les audits, c'est des contrôles sur le terrain. In situ. C'est-à-dire qu'on a vérifié qu'il y avait la capacité, c'est l'objet de la qualification, mais après, nous, on va aussi vérifier qu'il fait bien son travail. C'est un moyen de vérifier la qualité, c'est un moyen de voir aussi l'état des installations qui sont faites, de voir où est-ce que ça pêche, puis d'alimenter la formation ou l'information des entreprises déjà qualifiées. Et c'est aussi un outil pour permettre aux installateurs de progresser, parce qu'en mettant le doigt sur « regardez là », vous pensez bien faire, mais ça, c'est une erreur. S'il souhaite vraiment bien faire, il va faire améliorer ses pratiques en reproduisant plus cette erreur. Dans l'arrêté, ce qui est nouveau, c'est l'introduction de l'audit dès les premières installations et après en fonction de la volumétrie des installations qui sont faites. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe que dans le photovoltaïque et qui est possible parce que dans le photovoltaïque, on a une visibilité sur les installations qui sont faites grâce notamment au Consuel. Donc désormais, à partir, on va dire, de cette année, de 2019,
c'est voilà, dès les premières installations d'un acteur audit, et après, plus il fait d'installations, plus il est audité. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres un peu pour quantifier cette montée en puissance un peu des audits? Pour vous donner des ordres de grandeur, sur le photovoltaïque, on a fait quelques centaines d'audits l'année dernière, alors que là, on a déjà en cours de programmation depuis prêt à être réalisé plus de 600 audits qui vont être faits en 2019. Donc ça veut dire qu'on a vraiment franchi un cap. J'ai des entreprises qui étaient auditées une fois tous les 4 ans, et là, depuis que c'est rentré en application en juillet 2018, elles ont déjà 30-40 audits à faire. Pour les gros faiseurs, ça a un vrai impact. On vient de manière beaucoup plus régulière pour vérifier la qualité de l'installation, sachant que ces audits-là, c'est le minimum, parce que si jamais on constate qu'il y a des défauts, il y aura des contre-visites et des audits supplémentaires, qui peuvent d'ailleurs même conduire à la suppression du statut de référent, l'obligation de repasser par la case formation. Il y a vraiment un suivi qui est fait en fonction des résultats. J'imagine que si l'audit n'est pas fructueux et les résultats sont négatifs, il y a toute une série de mesures derrière. Dès lors qu'on fait un audit, si on constate un écart, il faut le corriger. Si l'entreprise ne corrige pas, elle est suspendue. Et tout est automatisé, donc il n'y a pas de question en disant mince, est-ce que je le suspends ou pas. Tous nos critères sont clairement définis, ils ont des niveaux, mineurs, majeurs. Quoi qu'on constate, il faut corriger, sans quoi on est suspendu. Alors Marc Keller, est-ce que cet enjeu des audits, il va dans le bon sens? Est-ce que c'est vraiment un des trous dans la raquette qu'il y avait et qui aujourd'hui qui va être comblé? Disons, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire en général, les installateurs que nous on côtoie, qui achètent le matériel chez nous ou chez des concurrents, c'est des personnes qui sont sérieuses, qui ont un qualité ENR, un Calibat et ainsi de suite, donc ils font leur travail correctement. Le souci, c'est pas cela. C'est-à-dire cela, bien sûr, au départ, ils vont peut-être avoir des petites malfaçons qu'ils peuvent corriger. Le souci, c'est les gens qui viennent sur le marché, qui sont là pendant 6 mois et qui disparaissent. Toutes ces personnes, donc ces délinquants-là, on peut les appeler délinquants, viennent avec un sort de pressbook collé-copié avec des qualités ENR, avec toutes les qualités que vous voulez, qui ont aussi derrière l'appui de certaines banques, et ça c'est malheureux. Il faut signer la personne se voit venir le lendemain ou 2 jours après, on lui découvre le toit, on met les panneaux. Ces gens-là ne seront pas comment dire, contrôlés, parce qu'ils c'est des faux. Ce sont des gens qui viennent avec des papiers qui montrent aux particuliers qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, voire rien du tout, mais des papiers qui valent rien. Qui ne valent rien. Et est-ce que vous avez du terrain, des remontées un peu des idées de comment contrer un peu ces questions-là? Il y aurait une solution, c'est-à-dire si on regarde un peu ce qui se fait dans d'autres pays, déjà, la première solution, c'est-à-dire quand un client est approché donc en l'occurrence par du démarchage, c'est de faire des devis comparatifs. Ça, c'est le premier. Et de regarder, de trouver quelqu'un de sa région. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un qui se trouve, je dirais, en Normandie, par exemple, pour faire une installation en Alsace. Il y a assez de professionnels qui se trouvent dans chaque région, donc contactez en priorité les professionnels, c'est-à-dire vous êtes démarché, peut-être ça vous intéresse, parce que l'approche du démarchage est quand même intéressante dans le sens où ils leur font connaître l'autoconsommation. Donc pourquoi pas aller plus loin, mais avoir au minimum de devis. Et ensuite, ce qu'on avait discuté auparavant, c'est d'avoir des plaquettes d'informations qui soient émises, par exemple, par qualité ENR, qui soient distribuées aussi bien, par exemple, par des banques, par des assurances, en disant, écoutez, si vous voulez faire des photovoltaïques, suivez ces règles-là. Alors, Teddy Pio, on comprend bien que Qualité ENR, son métier, c'est de s'adresser aux professionnels de la filière. Est-ce que vous avez dans vos missions, justement, des moyens ou des outils de vous adresser aux particuliers qui n'y connaissent pas grand-chose, voire à d'autres acteurs, de partenaires du projet, comme les banques ou les assurances? En fait, Qualité ENR, ce que je disais en introduction, la particularité de notre session, c'est qu'on fédère quelque part tous les acteurs de la filière. Et c'est bien tous les acteurs de la filière, aussi bien les associations de consommateurs, les représentants des pouvoirs publics, les installateurs que les fabricants, qui réfléchissent à comment on fait progresser qualitativement la filière. Il y a différentes actions qui sont conduites. Déjà, nous, on lutte contre tous ceux qui affichent des logos qui n'ont pas. Déjà, quand vous avez des entreprises qui affichent des logos, parfois un peu loufoques, même ceux des ministères ou des choses comme ça, il faut se méfier. Les gens qui se présentent en tant qu'énergéticiens, en tant que
actions locales qui vous permettent d'obtenir des aides, etc. Il faut se méfier. Ils ont des démarches agressives, viennent chez vous. L'installateur électricien, c'est rare qu'il prenne le temps avec sa camionnette d'aller toquer à la porte pour aller faire installer des systèmes chez les particuliers. En tout cas, ce n'est pas la vision qu'on a. Donc il faut être vigilant par rapport au démarchage commercial. Il faut être vigilant sur les salons aussi. Il y a différentes actions qui sont conduites sur les salons. Par exemple, on a des partenariats qui sont en train de se nouer avec différents organisateurs de salons pour qu'ils vérifient systématiquement que les gens qui proposent du photovoltaïque sont bien qualifiés et qu'on se limite à de l'information et pas à des devis signés sur place. Parce qu'on ne peut pas signer un devis sur place. On n'a aucune idée de comment est la charpente, on n'a aucune idée de comment exposer la maison. Ce n'est pas sérieux. Des choses qui sont faites aussi, c'est la sélection dans les dispositifs de qualification. Aujourd'hui, nos qualifications sont parmi les plus sélectives. Donc on a entre 20 et 30% sur les primo-accédants qui viennent qui sont écartés à cause des assurances, à cause de l'activité. Et enfin, le dernier point, c'est toujours dans cette logique de travail collectif. On est en lien avec les pouvoirs publics, les associations de consommateurs, les autres organismes de qualification. On a mis un système d'alerte en place qui nous permet d'être tout de suite informés dès lors qu'on observe des dérives. C'est ce que j'allais vous demander, parce que j'imagine que vous faites bien des audits, mais pour faire des audits, c'est facile quand on connaît les acteurs et qu'on connaît les projets. Et si moi, je m'aperçois que voilà, il y a quelqu'un qui démarche les gens un peu de tous azimuts, n'importe comment, qu'est-ce que je peux faire ? Il ne faut pas hésiter à nous le signaler. À le signaler à Qualité ENR, à le signaler aux espaces Info Énergie. Finalement, quasiment tous les acteurs de la filière sont en capacité de nous remonter l'information. Pour nous, c'est important, parce qu'on a une traçabilité sur quasiment toutes les entreprises qui interviennent dans ce secteur-là. Et dès lors qu'on identifie qu'il y a des réclamations à répétition, soit ça peut bloquer l'entrée dans le dispositif de qualification, soit ça peut conduire à des audits supplémentaires, à des contrôles documentaires plus importants, voire même à des radiations. Aujourd'hui, moi, n'importe quelle entreprise pour laquelle je reçois 3 réclamations en moins de 12 mois, elle passe devant mon instance. Et généralement, ça aboutit à une radiation. Donc, pour nous, c'est important ce retour de terrain. C'est tellement important qu'on réfléchit. Là, je vous ai dit des outils pour partager, une sorte de cloud finalement entre les différents acteurs, mais on réfléchit aussi à d'autres outils pour collecter un maximum d'informations et finalement n'afficher vraiment que les entreprises qui, d'une part, techniquement, tiennent la route, et ça, on le vérifie avec les audits, mais aussi qui ont des démarches commerciales qui ne sont pas frauduleuses. Donc des remontées du terrain, elles sont toutes bienvenues. Marc Heller, je crois que vous avez un peu d'expérience aussi à l'étranger. Est-ce que vous avez des remontées un peu de terrain à l'étranger, de bonnes idées qui pourraient aussi être appliquées, même si on comprend qu'en France, on fait tous les efforts pour être le plus strict possible? Je dirais les règles ne sont pas trop différentes des nôtres, c'est-à-dire les applications. Bon, eh bien, il y a des règles bien précises. Par exemple, si on travaille avec la Suisse, donc là, sur un toit, c'est que le couvreur qui peut intervenir. Donc ça, c'est déjà réglé. Sur la partie électrique, ça sera qu'un électricien. Donc ça, c'est très restrictif. D'autre part, ils ont des documents qui sont un peu différents des nôtres, c'est-à-dire ils n'ont pas le consuel comme nous on le connaît. Ils sont obligés de remplir un papier bien précis en indiquant par exemple la puissance qu'ils ont installée, le type de panneau, le type de test qu'ils ont fait en irradiance, voir quel est le courant de court-circuit. Donc ils ont des équipements bien précis et remplissent cette feuille. Cette feuille elle est nominative, donc c'est une personne qui indique son nom, son prénom, son adresse et autres, qui signe cette feuille et qui fait qui donne quelque part une qui se porte garant quelque part une garantie à son client. Et du coup, comparé à la France, nous on a un consuel, mais en parlant de ces délinquants, des éco-délinquants, on se rend compte que tout le monde a ses papiers consuels. J'ai retrouvé par exemple sur une installation, il avait le consuel, mais en regardant, en grattant un peu plus près, on s'est rendu compte que le consuel n'existait pas. C'était un faux. Donc, du coup, c'est à ce niveau-là qu'il y a un gros problème. Et les banques, par exemple en Suisse ou en Angleterre, il leur faut ce papier. S'ils n'ont pas ce papier, il n'y a pas de déblocage de crédit, il n'y a pas d'assurance. Et ça bloquerait grandement aussi en ce qui concerne les installations chez nous. Alors, Teddy Pio, je ne vais pas vous demander si vous allez tout de suite appliquer ce qui se fait à l'étranger, mais vous pouvez tout à fait réagir à ces idées-là, ou alors nous expliquer ce que déjà Qualité ENR a en tête pour la suite, pour encore faire avancer le contrôle. Déjà, en France, on ne manque pas de papier. C'est un premier constat. Je pense que la problématique, elle n'est pas là. Effectivement, il y a une problématique sur les faux.
Et pour ça, que ce soit d'ailleurs dans la recherche d'un installateur, ou que ce soit dans la transmission d'informations entre services publics ou parapublics, ce qui est important, c'est qu'on fiabilise finalement l'information. On la fiabilise quand on est un particulier en allant vérifier sur le site d'Internet de Qualité ENR ou sur le site de l'ADEME que l'entreprise est bien qualifiée. C'est le seul endroit où vous aurez une vraie information qui vous dit est-ce que l'entreprise elle est qualifiée ou non. Et après, c'est entre opérateurs, échanger directement les informations. Je n'ai pas besoin d'un particulier pour me donner une attestation consuel. Je connais le consuel, je peux aller interroger le consuel. Le consuel, il peut aussi échanger avec d'autres acteurs. Et c'est ça qu'il faut renforcer pour éviter effectivement... Encore une fois, on parle d'une frange, hein, c'est à peine 2% des acteurs, mais qui sont hyper actifs. Qui sont vraiment hyper actifs et qui font beaucoup de tort à la filière. Qui font beaucoup parler d'eux à chaque fois qu'ils... Oui, c'est 2%, mais qui font pratiquement 20% du marché. Et c'est là où il y a un gros souci. Et en parlant de consuel, par exemple, le consuel se déplace que très rarement. Il fait par échantillonnage. Et pour atteindre le consuel, il faut, c'est très difficile. Aujourd'hui, pour contacter le consuel, c'est pratiquement impossible. J'ai pas le même retour. Mais effectivement, le consuel, dans cette logique de professionnel, va contrôler les premières installations et après, en fonction des écarts qu'il constate, moins il constate d'écarts, moins il vient vérifier les installations sur place. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un dossier technique, qui est d'ailleurs de plus en plus complet, pour avoir une traçabilité sur les équipements, etc., qui existe, lui, pour toutes les installations. Un peu, finalement, sur le modèle suisse que vous étiez en train de décrire tout à l'heure. Donc on voit bien que c'est un sujet au long cours. On comprend bien qu'en 2019, il y a une montée en puissance franche des audits, évidemment. La réalité du terrain fait que la filière va toujours de plus en plus vite. Et peut-être pour conclure, on peut évoquer le cas de l'autoconsommation. Vous l'avez un peu fait. Juste pour terminer, est-ce que l'autoconsommation change la donne sur ces enjeux-là ou apporte de nouveaux enjeux? L'autoconsommation, elle change des choses, notamment sur des petits systèmes. On pourrait envisager à terme qu'elle se fasse sans les installateurs. Et là, il y a des dangers. Il y a des dangers parce qu'il faut toujours quand même contrôler l'installation électrique qui est derrière. Il y a des dangers parce que ça laisse le champ libre aux éco-délinquants. Et donc il faut vraiment être vigilant. Ça peut paraître simple, mais il y a quand même des risques derrière, des risques sur l'habitat, sur les risques d'incendie. Et il faut que ce soit fait sérieusement. Ce qui justifie d'autant plus les sujets comme aujourd'hui, qu'on n'aura pas forcément le temps de totalement défricher, mais on comprend que là, c'est l'année des audits et de la montée en puissance, qu'il y a encore tout un tas de travaux en cours et de bonnes pratiques à adopter. Je vous remercie déjà d'avoir un peu esquissé les tendances. Et puis, je dis à tout le monde à bientôt sur ce plateau TV d'Énergie renouvelable et territoire ou sur le salon Bipositive pour continuer à parler de tous ces sujets. Merci. J'aurais bien aimé ajouter un petit point par rapport à l'autoconsommation, que j'appellerais plug and play. Il y a quand même des règlements précis à respecter. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir des installations qui injectent dans le réseau sur une prise. Et la partie qui peut être intéressante, c'est normer les prises où on injecte. Voilà une nouvelle idée, un nouveau sujet. On a d'ailleurs un autre sujet sur ce plateau TV qui parlera de l'autoconsommation. Donc j'invite tous les gens qui ont suivi ce sujet à venir aussi nous écouter sur le sujet autoconsommation. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.